Voilà, mes chers collègues, avant d'ouvrir la séance, je souhaitais que nous ayons tous ensemble un moment de recueillement à la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre 2015, il y a exactement 10 ans, à cette heure-ci à peu près. La première bombe explosait aux abords du Stade de France. Notre pays était frappé en son cœur, à Paris, au Stade de France, sur les terrasses, au Bataclan. Ce sont 130 vies qui ont été fauchées, des centaines d'autres qui ont été brisées. Rappelons-nous qu'un agent du conseil départemental faisait partie des victimes et notre nation profondément marquée. Ces attaques visaient nos valeurs, notre liberté, notre manière de vivre ensemble. Et face à la terreur, la population, nous les maires, nous avons su faire preuve de dignité, d'humanité et de résilience. Alors bien sûr, en cet instant, nous pensons aux victimes, à leurs familles. Nous pensons également aux forces de l'ordre, héroïques en la matière, aux pompiers, à tous ceux qui sont intervenus et dont on entend les témoignages aujourd'hui qui nous disent qu'on ne se remet pas d'avoir assisté à cela. Ils ont tous fait preuve d'un courage exemplaire que nous devons saluer. Ce souvenir nous rappelle aussi l'importance de ce qui nous rassemble, la fraternité, le refus de la haine, mais aussi la lucidité sur ceux qui nous attaquent, ceux qui veulent attaquer notre matière de vivre. Et notre réponse doit rester implacable, unité, force et refus déterminé de céder. Je vous invite à ce que nous puissions observer ensemble une minute de silence. Je vous remercie. Nous allons procéder à l'appel. Alain Assement, Didier Baugement, Marie-Louise Besson a donné pouvoir à Alexandre Bouillon, Philippe Blavette, n'est pas là, Nadia Blin, Alexandre Bouillon, Jean-Louis Boulanger a donné pouvoir à Alain Larousserie, François Caligny-Delahaye a donné pouvoir à Daniel Garnier, Thierry Cambon, Julien Champin a donné pouvoir à Géry Picodot, Cliquet Christophe a donné pouvoir à Stéphane Moulin, Olivier Collin, Chantal Courbier, Colette Krief. Tout à fait. Oui, j'ai oublié de dire que Emmanuel Porc était secrétaire de séance. Je vous prie de m'excuser. Tu fais bien de me rappeler à l'ordre, Emmanuel. Denise Davout, Amandine de Bonnet-de-Léon, Didier Delprete, Anne-Marie Depeigne, Annie Dubo, Tristan Duval a donné pouvoir à Emmanuel Porc, Virginie Dupuis, Bernadette Fabre, Jean-Louis Fouché, Christine Garnier, Daniel Garnier, Jean-Luc Garnier, Sophie Gauguin, Annie-France Gérard, Patrice Germain, Isabelle Grana, Jean-Luc Grescoviac a donné pouvoir à Denis Leloup, François Elie n'est pas là, Olivier Homolle, Roland Journet, Kiernovski Valérie a donné pouvoir à Christine Garnier, Harold Delafay, Alain Larousserie, Sandrine Le Baron, pouvoir, Gérard Martin. Didier Lecoeur, Annie Lelièvre, Francine Lelièvre, Denis Leloup, Laurent Lemarchand, n'est pas là,
Xavier Madeleine a donné pouvoir à Denise Davout. Lionel Maillard, Sébastien Malfilâtre, Serge Marie, Gérard Martin, Marie-Laure Mathieu, Denis Moisson. Yves Moreau a donné pouvoir à Francine Lelièvre. Jean-François Morel, Jackie Morin, Johan Morlot, Stéphane Moulin, Pierre Mouraret, Payola Jean-Marc, n'est pas là, Brigitte Paturel, tu es sûr? Olivier Paz, présent. Sylvie Penel, Alain Perronnet, n'est pas là. Géry Picodot, Emmanuel Porc, Patrick Thibout, François Vanier et Gilles Walter n'est pas en pouvoir. Ok, donc le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Alors, je vous donne lecture des décisions prises en vertu de la délégation qui a été donnée soit à moi-même, soit au bureau. Donc, mise à disposition d'un terrain sur le site de l'Arbre Martin pour le stockage des bacs de collecte à distribuer, ça représente un volume important. Et donc, nous avons conclu un contrat de location avec la société Viacol pour un loyer mensuel fixé à 1 600 €, charges comprises, donc pendant quelques mois, le temps d'entreposer les bacs lorsqu'ils arrivent de fabrication et avant qu'ils ne soient distribués. Signature de marché, donc tous ces marchés ont fait l'objet d'une mise en concurrence préalable et en fonction des étaient présents pour avis à la commission d'appel d'offres. Donc, premier marché, l'achat de sondes piézométriques attribuées à l'entreprise SIDEC pour un montant de 23 930 € et 20 centimes TTC. La réalisation de relevés topographiques pour la liaison cyclable Dozulé-Goustranville-Cabourg attribuée à l'entreprise Géodis pour 43 740 € TTC, dont 24 850 € pour les tronçons prioritaires définis en conseil, soit Goustranville-Dozulé, et l'existant dans Cabourg. Le reste, c'est les deux extrémités, puis le reste faisant l'objet de la suite du marché. Pour la déchetterie de Bréville, la réfection des guides-berces attribuée à l'entreprise Veolia Recyclage pour 43 406,88 €. La rénovation complète des locaux vestiaires des agents de collecte attribués à l'entreprise Batilec pour un montant de 204 805 € TTC. La réparation digue T3 du système Dives rive droite attribuée à l'entreprise Valette Sylvain pour un montant de 7 557,48 € TTC. L'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la zone d'activité communautaire sur Bavant attribuée à la Schéma pour 140 000 € TTC, dont 93 600 € pour la tranche ferme. Et la fourniture et pose de colonnes enterrées de collecte attribuée à l'entreprise Sulot pour un montant de 26 673,60 €. Nous avons déclaré sans suite l'entretien de la végétation présente sur les systèmes d'endiguement intercommunaux. Le marché a été relancé en cours de publication jusqu'au 27 novembre et a fait l'objet de précisions quant au périmètre d'intervention. Voilà donc les décisions qui ont été prises et je vous demande d'en prendre acte. Le second point à l'ordre du jour concerne l'approbation du procès-verbal de notre séance du 19 juin 2025 que vous avez reçu. Est-ce qu'il fait de votre part l'objet de remarques ? Pourquoi Oui, c'est peut-être pas la bonne date. Oui, on a eu d'autres depuis, c'est pas la bonne date. Non, alors c'est bien le procès-verbal de la séance du 19 juin. On a toujours, vous savez, une séance de décalage. D'accord. Oui. Ah bon oui, c'est pour ça que... Pardonnez-moi. Non, c'est le 25 septembre. Le 25 septembre. C'est pas le 19 juin, c'est le 25 septembre. Non, est-ce qu'il a fait l'objet de remarques ou est-ce que vous souhaitez en faire ? Oui, Bernadette. C'était par rapport à la taxe de séjour.
on avait discuté parce que ça faisait des... Nous, on a 0,80, ça fait 10%, ça fait 0,88. Est-ce qu'on ne peut pas arrondir? Est-ce que ce n'est pas possible d'avoir... Alors, nous en avons parlé lors de la dernière réunion qu'on a eue de l'OTI. Je t'explique les difficultés, c'est-à-dire que si on arrondit, après ça, comme le conseil départemental, c'est un pourcentage de la somme qu'on a fait, ça remodifie encore la somme. C'est-à-dire que c'est un truc sans fin, quoi. On n'arrivera jamais à tomber pile comme on le voudrait, malheureusement, parce qu'effectivement, on considère bien que quand on arrive à 1,88 €, c'est simple pour personne. Donc, il faut garder maintenant les petites pièces, la petite monnaie que tu reçois. Voilà. Pas d'autres remarques? Donc, si vous l'acceptez, je le soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et donc, nous pouvons aborder les points soumis à délibération de notre conseil communautaire, et qui sont pour un bon nombre d'entre eux d'ordre budgétaire. Et je donne la parole à Olivier Hommol pour la fixation des durées d'amortissement des subventions et des immobilisations pour les budgets soumis à la nomenclature M4. Oui, merci, Président. Non, en fait, il n'y en a que 4. Hein, c'est pas trop long. La première. Non, mais je veux dire, après, tu as quand même des. Oui, enfin, bon. La première, c'est effectivement pour les durées d'amortissement. On revient sur un sujet qui avait été. Qu'on avait présenté ici au vote, justement le 25 septembre, lors du Conseil du 25 septembre, où on avait harmonisé et fixé l'ensemble, et aussi bien pour les nomenclatures M4 que pour la M57, c'est-à-dire pour l'ensemble des budgets, pour simplifier le travail de tout le monde et y voir clair et ne plus avoir à ressortir des papiers dans tous les sens partout. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, on est allé peut-être un petit peu vite sur la partie centre aqualudique, parce que dans le centre aqualudique, c'est difficile à gérer comme cela. Et c'est vrai que c'est un équipement qui souvent peut être considéré un petit peu différemment. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est effectivement pour les M4, du coup, de remplacer ça, sans changer tous les autres budgets qui sont M4, c'est-à-dire l'assainissement, le SPANC, le centre aqualudique et la restauration scolaire restant tels qu'ils ont été fixés le 25 septembre, mais le centre aqualudique de le modifier. En l'occurrence, je précise aussi, bien sûr qu'on en a parlé avec le conseiller aux décideurs locaux, avec Hervé Laquet qui donc approuve notre démarche, et qu'il y a bien sûr l'avis favorable aussi de la commission finances, et l'objectif étant du coup de vous proposer non pas d'amortir toutes les parties séparément, ce qui est très difficile à faire puisqu'on a bien eu un marché global d'une part avec l'entreprise, et que donc tout est mixé relativement. Deuxièmement, c'est quand même lié aussi à des contrats de concession qui aujourd'hui sont relativement brefs, avec une partie marché global de performance sur les équipements techniques. Donc c'est relativement difficile à gérer pour les premières années. Et ensuite, on va avoir un contrat de concession qui sera proposé au renouvellement d'ici 4-5 ans et qui sera bien évidemment d'une durée beaucoup plus longue. Et puis par ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la soutenabilité budgétaire à moyen et long terme, c'est-à-dire qu'il faut aussi que l'ensemble soit raisonnable, parce que ce qui compte finalement, c'est quoi? C'est que dans l'amortissement, on récupère bien effectivement chaque année comptablement un montant qui permette au bout de quelques années de refaire les investissements qui vont s'avérer nécessaires au fur et à mesure qu'il y a des choses qui seront à changer. Et donc on vous propose de gérer cela. Bien sûr, on a le droit donc de passer à cette chose-là si l'Assemblée le décide, c'est de passer en bloc sur 40 ans pour tout l'ensemble. Alors il y a bien sûr des équipements pour lesquels 40 ans c'est trop court, mais il y en a d'autres sur lesquels, pour le gros œuvre, les fondations ou autres, 50 ans ça pose aucun problème. Et donc on vous propose de passer tout l'ensemble en bloc à 40 ans. Voilà, si vous voulez, ce qui est important, et bien sûr donc de ne pas changer, comme je l'ai dit, les autres nomenclatures M4 avec ce qu'on avait prévu. Cette durée de 40 ans est jugée réaliste et équilibrée, en fonction de la nature de l'équipement, et également du contrat de concession qui est avec le marché global de performance qu'on a aujourd'hui et les premières années qui sont couvertes, et puis le reste qui va venir derrière quand on va refaire un contrat plus complet dans quelques années.
Donc ça nous permet de simplifier le suivi comptable et d'assurer une soutenabilité financière pour toutes les années à venir. Voilà donc ce qu'on vous propose. Juste un petit complément, il y a eu donc tout un débat en réunion de bureau, puisque c'est un petit peu complexe. Le contrat de DSP et surtout les futurs contrats de DSP, parce que le premier est sur une durée courte, vont prévoir par exemple, sont faits de telle manière que normalement on a toujours un équipement qui reste en état de fonctionnement. C'est-à-dire quand une pompe est morte, eh ben c'est le délégataire qui change la pompe, qui remet une pompe neuve. Voilà, bon. Et il y a donc un plan global de renouvellement qui normalement identifie tous les organes susceptibles de subir une usure, qui indique leur temps de vie, c'est 8 ans, c'est 9 ans, et donc le délégataire doit provisionner les sommes pour que le moment venu, ça puisse être remplacé. Et d'ailleurs, en fin de délégation, on constate, soit il a réellement utilisé les sommes telles que c'était prévu, soit il ne les a pas et il doit reverser la somme qu'il aurait dû verser à la collectivité. Donc ça modifie un petit peu l'approche, si vous voulez, par rapport à des bâtiments qui nous appartiennent et dans lesquels je vais dire, par exemple, les écoles, il n'y a que nous qui pouvons amortir et remplacer les choses. Voilà, donc là, on a, avec le décideur, le conseiller aux décideurs locaux, essayé de trouver la bonne formule sur la durée, sachant que effectivement, nous, ce qui nous concerne, c'est plutôt le très gros œuvre et que toute la partie mécanique relève plutôt à l'avenir du délégataire. Et déjà aujourd'hui couvert pour les équipements techniques, en tout cas. Oui, Denis. Tout simplement, je comprends bien le souci de simplifier les amortissements d'un point de vue comptable. Cependant, ça va être un amortissement linéaire sur 40 ans. On retrouve bien nos 20 millions en bout de course, puisque c'est 500 000 € par an. Néanmoins, je comprends qu'on amortisse sur 40 ans tout ce qui est génie civil. Je comprends aussi l'explication du président par rapport à tout ce qui est bien d'équipement. Néanmoins, il faudra être très vigilant au moment de la négociation de la DSP, parce que les délégataires, ils vont chercher à se protéger et à ouvrir le parapluie le plus grand possible pour pas perdre d'argent. Donc, vigilance dans la future DSP, qu'on ne déplace pas le problème dans les années à venir. Oui. On a parfaitement identifié, c'est tout à fait juste, Denis, on a parfaitement identifié ça en disant que, effectivement, le point de vigilance, c'était la future DSP, puisque la première 5 années, il ne va pas y avoir beaucoup d'équipements qui vont souffrir. Normalement, il n'y a quasiment pas de remplacement. La prochaine, elle sera peut-être 8, 9, 10 ans ou 12 ans. Et donc là, effectivement, il faut être très vigilant sur le plan de renouvellement qui sera adossé à la DSP. Pas d'autres interventions ? Donc je soumets à votre approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Et tu peux continuer, Olivier. La délibération suivante, c'est pour le budget des annexes des ordures ménagères, cette fois-ci, avec une décision modificative numéro 1 qui vous est proposée. En l'occurrence, ça a trait à l'emprunt, vous savez, Dexia qu'on a supprimé, qu'on a remplacé par un emprunt pour sortir de cette problématique de cet emprunt qui était un petit peu délicat et qui risquait de nous poser des problèmes à terme. Et on l'a fait en 2024. Et il manque aujourd'hui les écritures d'ordre correspondantes que nous demande la DGFiP. En l'occurrence, ces écritures qui est d'écrire des écritures d'ordre budgétaire uniquement, donc ça ne change en rien le résultat ni quoi que ce soit, en dépenses et en recettes du même montant de ce quasi nouvel emprunt qui a été repris en quelque sorte en remplacement du précédent. Et en l'occurrence, ça fait 552 820, donc qui était le refinancement du capital restendu de l'emprunt Dexia de l'époque. Et ça, donc, on demande de le passer en dépenses et en recettes. Et vous avez les montants sur la délibération qui apparaissent effectivement uniquement en investissement. Ça ne change rien au niveau du fonctionnement. Et ça ne change rien sur le total. Ça montre simplement le montant total
du budget investissement, aussi bien en dépenses qu'en recettes, est augmenté de 552 820. Relativement simple, une opération d'ordre, donc sans incidence sur l'équilibre du budget. Pas de questions, pas de remarques, pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité, merci. Le suivant concerne le SPANC, avec une décision modificative aussi, en l'occurrence pour une dépréciation d'immobilisation, parce que, évidemment, sur le SPANC, on n'est pas très habitué à avoir des immobilisations et des gros investissements. En l'occurrence, c'est simplement le logiciel qu'on a acheté et il a été oublié de lancer l'amortissement correspondant. Donc, il faut le passer. Et donc, vous avez les écritures. En l'occurrence, ça fait 7 973 €, qu'il faut passer en dépenses de fonctionnement. Donc, on réduit le montant qu'on avait mis de virement à la section d'investissement, qui n'aura de toute façon pas lieu d'être, de 7 973, et on met une dotation au chapitre 042 de 7 973 pour dotation d'amortissement. Et en recette d'investissement, on fait effectivement la même chose, c'est-à-dire qu'on réduit au chapitre 021 le virement qui est écrit venant de la section de fonctionnement également de 7 973, et on met au chapitre 040 l'opération d'ordre avec les 7 973 pour l'amortissement. Des questions? Pas de questions. Remarques? Vote contre? Abstention? Unanimité, merci. Et enfin, la quatrième est une décision modificative, cette fois numéro 2, pour le budget du centre annexe, du budget annexe du centre aqualudique, qui est lié au premier point qu'on a voté tout à l'heure avec l'amortissement en bloc sur une durée de 40 ans, qui effectivement donc impose à ce moment-là de passer les écritures correspondantes, effectivement. Et donc l'écriture correspondante, en l'occurrence, c'est 258 500 € par an. Donc, et on vous propose, c'est le même ajustement budgétaire, en section de fonctionnement dépenses, de réduire le virement à la section d'investissement, qui de toute façon ne va pas avoir lieu d'être, 258 500, et de mettre au chapitre 042 une dotation aux amortissements de 258 500, donc ne changeant pas le total du budget de fonctionnement. Et même chose côté recettes, de réduire le virement de la section de fonctionnement au chapitre 021 de ces 258 500 et d'écrire l'amortissement au chapitre 040 avec les 258 500. Par ailleurs, dans cette même délibération modificative, il y a un petit plus que vous voyez qui est un transfert interne au sein des recettes d'investissement sur le même chapitre, avec la réaffectation du montant qu'on avait prévu au compte 28-138 autres immobilisations corporelles vers le compte 28-131 construction, afin d'ajuster la ventilation comptable aux modalités d'amortissement désormais retenues, en l'occurrence 242 000 €, mais ça ne change pas effectivement le montant correspondant du budget. Voilà, c'est simplement une réécriture entre deux lignes d'un chapitre. Vous avez des questions ou des remarques? Pas de questions. Pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. Nous passons, effectivement, c'était rapide. Nous passons au point numéro 5, service de location de vélos à assistance électrique. Et c'est François Vanier qui rapporte ce dossier. Oui. Donc, il faut que je retrouve où j'en suis. Voilà. Je vais y arriver. Donc, il s'agit d'aide financière pour l'achat. Non, c'est pas le bon, c'est l'autre. Je prends les choses un petit peu à l'envers. Mais je suis assez surpris. Je pensais qu'Olivier allait passer beaucoup plus de temps. Et, finalement, ça a été vraiment ultra rapide là ce soir. Ah bon? Mais bon, pas toi tout seul, tout le monde également, il n'y a pas eu de remarques. Le jour des budgets, quand même, vous remarquerez qu'on ne passe pas trop de temps avec 10 ou 11 budgets sur... Bien, donc on va avancer quand même, parce qu'il est 20h28, il faut qu'on avance. Voilà. Donc, juste pour rappel, la location de vélos à assistance électrique, c'est déjà en route depuis le 1er septembre 2025, et puis ça marche bien dès le début. Je crois qu'il y avait 12 vélos qui avaient été réservés.
Ceci dans le cadre du partenariat avec une entreprise locale. Et je vous rappelle les conditions. C'est un contrat de location pendant 11 mois, sur 11 mois, à destination des habitants de la communauté de communes de 16 à 18 ans, précisant qu'il faut l'autorisation des parents pour les personnes qui sont entre 16 et 18 ans. J'ai dit entre 16 et 18 ans, c'est pas seulement entre 16 et 18 ans, c'est au-delà de 16, voilà. Mais pour ceux qui sont entre 16 et 18, ils ne sont pas encore majeurs, donc il faudra l'autorisation des parents. C'est un coût pour les loueurs, les locataires, pardon, de 275 € pour 11 mois. Si vous faites le calcul, 275 € pour 11 mois, vous enlevez le 7 qui est au milieu, ça donne 2 et 5, donc 25 € par mois. Ceci parce que quand on multiplie par 11, voilà, hein, voilà. Mais bon, on en parlera à un autre moment si vous voulez. Hein. Je suggère quand même que pour la prochaine mandature, les finances, toutes les idées. Voilà. Également un dépôt de garantie de 500 €. Bon. Dans le cadre de l'aide à vélo 3 allouée par l'État, nous avons également la possibilité d'ajouter une location de remorques pour enfants. Alors, on ne va pas prendre autant de remorques pour enfants qu'il y a de vélos. Il y a un petit peu plus d'une vingtaine de vélos qui sont réservés à la location. Il y aura certes moins de remorques. La location des remorques, le tarif fixé est de 88 € pour 11 mois. Bon, je ne refais pas le calcul pour chaque mois quand même. Hein. Bon, si vous voulez, 88 € pour 11 mois, ça donne à peu près 8 € par mois. Hein. Un dépôt de garantie, c'est pas mal, hein, oui. Un dépôt de garantie de 100 € sera demandé. Et je précise quand même que nous sommes bien dans le cadre de la stratégie de mobilité qui a été approuvée par le Conseil communautaire le 23 mai 2024, qui précise le développement de l'usage du vélo sur le territoire. Un financement programme européen leader a également été déposé, enfin une demande de financement dans le cadre des programmes européens leader a été déposée auprès du groupe d'action local Pays d'Auge pour cette action. Le dossier n'a pas été rejeté, il n'est pas accepté encore, hein. Il est à l'étude, mais il n'a pas été rejeté d'emblée. Hein. Ça fonctionne comme ça, s'il n'est pas rejeté d'emblée, il est mis à l'étude et ensuite il y aura un vote du groupe d'action pour savoir si le montant de l'aide est accordé ou pas. Voilà ce que j'avais à vous en dire. Alors concernant la délibération, je reprends la délibération. Il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le président la location de remorques pour transport d'enfants comme je voulais développer. Et de préciser que les modalités d'accès sont les mêmes que les modalités précisées pour la location de vélos à assistance électrique, et puis d'autoriser le président à solliciter un financement auprès du Fonds européen LEADER. J'en ai terminé, Monsieur le Président, pour ce point-là. Des questions. Merci François pour cet exposé brillant. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris là ce soir. J'ai pensé que tu avais fumé quelque chose de nocif. Non, pas du tout, pas du tout. Non. Est-ce qu'il y a des questions, des compléments d'information? Visiblement non. Tout le monde était un peu impressionné. Je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Tu peux aborder le second point. Merci. Le second point que j'avais commencé tout à l'heure à la place du premier point, mais je vais m'y retrouver. C'est bon, j'y suis. Concerne un projet d'aide financière pour l'achat de vélos à assistance électrique pour les habitants du territoire. Nous sommes toujours dans le cadre de la stratégie de mobilité et dans la politique communautaire en faveur des mobilités durables. Ce qui est acté jusque-là, le covoiturage avec le partenariat avec Blablacar Daily, ça fonctionne bien également. La location de vélos à assistance électrique longue durée, le partenariat avec le partenariat en atelier vélo avec la ressourcerie.
L'objet de la délibération qui est proposée ce soir au Conseil communautaire, c'est une aide à l'achat de vélos à assistance électrique. Des conditions ont été définies. Soit c'est un vélo à assistance électrique neuf ou d'occasion, mais par contre acheté chez un professionnel, pas auprès d'un particulier. Parce que sinon, on ne sait pas trop où on va. C'est un risque. Concerne les habitants du territoire, une seule acquisition par foyer fiscal, un engagement également à conserver le vélo à assistance électrique 2 ans ou plus, bien entendu, mais que ce soit quand même pas pour rien. Hein. C'est pas, on achète, on perçoit une aide. Remarquez, l'aide ne couvre pas une très grosse somme sur l'achat pour revendre au bout de 2 semaines. Un dossier à présenter auprès du service mobilité de la communauté de communes. Le montant d'aide qui est proposé ce soir dans la délibération, c'est 200 € pour les ménages qui ont un revenu fiscal de référence inférieur à 15 000 € par part et un montant de 100 € pour les ménages qui ont un revenu fiscal de référence compris entre 15 000 et 30 000 € par part. Projet de lancement au 1er décembre 2025. En ce qui concerne les enveloppes budgétaires pour financer cela, il y a une enveloppe budgétaire sur le budget 2025 qui est de 6 000 €. Ensuite, pour la suite, excusez-moi. Par la suite, ce sera à voir chaque année en fonction des crédits inscrits dans le budget de chaque année par le Conseil communautaire. Donc, pour 2026, ça sera à voir. On avait pensé à un montant qui couvrirait toute l'année, mais ça sera à voir pour la prochaine mandature. Il serait possible que ce soit proposé au budget qui sera inscrit au budget qui sera proposé par le Conseil communautaire sortant, mais la mandature suivante aura évidemment toute latitude pour modifier. Et le dernier point sur ce sujet-là, le projet a reçu un avis favorable du comité de pilotage stratégie de mobilité du 6 octobre 2025. Ensuite, juste un petit commentaire personnel. Si c'est accepté par le Conseil communautaire, rien n'empêchera les communes de leur côté à abonder à partir du moment où il y a une aide qui est apportée par la communauté de communes. J'en ai fini, Monsieur le Président. Merci François. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui, Géry. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on avait étudié ce projet de subvention lors du COPIL. J'avais demandé des garanties quant à si vous voulez, l'arrière-pensée, c'est qu'on n'ait pas à financer des vélos qui rouleraient plus sur Paris que sur notre territoire. Et j'avais donc demandé un garde-fou qui consistait à acheter des vélos sur le territoire, en tout cas à proximité, pour que les vélos restent bien ici, et non pas notre résidence secondaire qui va bénéficier de la subvention pour s'acheter un vélo sur Paris, par exemple, ou ailleurs, un Paris générique. Donc voilà, je n'ai pas l'impression qu'on ait ce garde-fou. Concerne les habitants du territoire, est-ce que les résidences secondaires sont considérés comme des habitants du territoire? Moi, j'avais cru comprendre, enfin, j'avais posé la question, Géry, sans savoir que tu la posais, j'avais posé la question à Radia, et ce sont les habitants dont la résidence principale est déclarée sur notre territoire, uniquement. Les résidences secondaires ne peuvent pas y accéder. Non, mais parce qu'aujourd'hui, tu peux acheter le vélo ici, tu le mets sur une galerie, tu l'emmènes à Paris en 2 temps 3 mouvements. Donc, si le fait de l'acheter ici n'est pas une garantie qu'il restera ici, il sera utilisé ici. Ça, je suis d'accord, mais ça n'empêche quand même qu'on fait bénéficier des subventions de notre territoire, en tout cas de notre PCI, à un commerce local. Il va probablement aller acheter son vélo au pire à Caen, pour ne pas citer de marque. En tout cas, il peut aussi se rapprocher d'opérateurs plus locaux. Et le vélo, en tout cas, la subvention, elle aura bénéficié à un commerçant de chez nous. Ah oui, ça, je comprends mieux ton intervention.
Oui, voilà, alors j'allais dire, il faut voir quels sont aujourd'hui, enfin, on ne peut pas diriger que sur un seul, si tu veux, parce qu'autrement on fait un marché avec lui, donc il faut voir quels sont les opérateurs dans le périmètre de notre intercommunalité qui offrent cela. Il y en a au moins un ou deux, j'en connais au moins deux. Voilà, et puis voir à ce moment-là, peut-être passer une convention avec eux. Je ne sais pas si faut demander à François ce que vous pensez de ça. Le problème, c'est est-ce que juridiquement, on peut écrire quelque chose qui, justement, favoriserait uniquement les commerçants du territoire. Parce que je crois qu'on est toujours sur une libre concurrence sur toute action commerciale. Donc, je ne sais pas si on peut écrire ça. Hein. On peut le conseiller. Enfin, il y a aussi l'engagement du bénéficiaire à ne pas vendre son vélo sur 2 ans pour lui octroyer. Moi, j'avais proposé au COPIL, donc ça aussi c'est délicat, est-ce que ce sera une déclaration sur l'honneur, un engagement signé du prétendant à la subvention? Il devra pointer à la gendarmerie toutes les semaines avec son vélo à la main. Non mais, mettre des clauses qui sont irrecevables, c'est un peu limite. Bon. Moi, j'avais demandé également que ce soit sur proposition, c'est-à-dire que la subvention ne soit pas automatique et qu'il y ait une demande de subvention qui soit faite avec une facture pro forma d'un éventuel achat et qu'à ce titre-là, on avait une facture locale et qui nous autorisait donc du coup à financer. Mais c'est pas rétroactif, c'est pas le client vient nous présenter une facture, c'est nous qui validions, la commission validait l'octroi d'une subvention sur présentation d'une facture. Je comprends, si ce n'est qu'on crée de la bureaucratie là. Non, mais oui. Enfin, moi, je peux pas passer mon temps à dire qu'on est écrasé par la bureaucratie de l'État et qu'on crée nous-mêmes des trucs, des circuits qui soient compliqués avec un double passage. Alors les gens viennent, ils reviennent, ils font la photocopie. Enfin, oui. Enfin, voilà. François, pas d'autres. Moi, non. J'aurais juste une petite remarque comme ça, parce que, bon, honnêtement, je suis peut-être un grand naïf, mais j'ai quand même l'impression que dans le monde et dans la population, il y a plus de personnes qui seront réglo et honnêtes que de personnes qui vont frauder. Mais je suis peut-être un peu naïf, hein. Je veux pas couper les cheveux en 4, Monsieur le Président, mais surtout les miens. Je pense que ne pas ouvrir aux résidences secondaires, c'est une hérésie, parce que c'est les résidences secondaires qui ont besoin de se déplacer. Si on a, nous, intérêt, nos communes, à ce qu'il y ait moins de mouvements de véhicules dans nos villes, on fait la part belle aux pistes cyclables, et je pense qu'il y aura beaucoup plus de résidences secondaires qui feront du vélo que nos ressortissants territoriaux. Je me permets simplement de te dire qu'au regard des seuils qui ont été déterminés tout à l'heure pour les aides, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de résidences secondaires à Cabourg qui puissent accéder à ces aides. Tout simplement. En résidence secondaire ? Bon. Oui. Très bien, donc je vous soumets la délibération. On fera juste un point, ça ne change rien à la délibération, mais on fera un point pour savoir si effectivement on peut cibler quelques commerçants sans s'attirer les foudres de la concurrence et de la liberté d'achat. On explorera la question avec notre juriste. Pas de questions, pas de remarques, des votes contre, des abstentions, une abstention. Donc unanimité, moins une abstention. Merci beaucoup. Et nous rentrons donc dans la politique des déchets et je donne pour le point numéro 7 la parole à Patrice Germain. Merci Président. Je vais essayer de respecter le temps moyen de présentation de mes collègues. Il s'agit du déploiement d'équipements de collecte de déchets ménagers et donc de définir le cadre de la participation financière de l'intercommunalité aux travaux de génie civil réalisés par les communes membres
Je vous rappelle que nous avons dans notre feuille de route 25-30 trois types de collecte. Une collecte en porte-à-porte avec des bacs roulants qu'on va attribuer. Ça commence. Une collecte en point de regroupement avec des bacs qui sont installés, des bacs plus grands et qui sont installés à demeure sur l'espace public, et les colonnes en apport volontaire, aériennes ou enterrées, installées sur l'espace public. Ces équipements peuvent constituer soit une alternative à la collecte en porte-à-porte s'il y a des impossibilités techniques de faire circuler les camions dans certaines voies, un choix de collecte arrêté par la commune pour tout ou partie de ses habitants, certaines communes ne souhaitant pas le porte-à-porte et préférant rester sur des solutions soit de points de regroupement, soit de points d'apport volontaire. Et donc, il y a également le cas de réponse à des critiques quand il n'y a pas de possibilité de rentrer les bacs individuels après la collecte. Ceci pour rappel. Les emballages en verre sont uniquement en apport volontaire, comme vous le savez. En conséquence, on s'est rendu compte que nous avions en 2024, par la délibération 2024-55, décidé d'un mode d'appui financier aux communes pour la réalisation de la partie génie civil de ces aménagements. Je vous rappelle que nous ne pouvons pas intervenir sur le génie civil puisque la compétence voirie est une compétence exclusive des communes. Donc, par notre délibération 2024-55, nous avions prévu l'apport d'une aide aux communes pour la réalisation du génie civil des colonnes enterrées. La question se pose exactement de la même façon quand il s'agit d'une dalle pour soit le stationnement de bacs, soit la pose de colonnes au sol, puisqu'il existe également des colonnes aériennes. Donc, en fait, c'est la condition de participation financière de CPA qui est l'objet de cette délibération ou proposition de délibération. Donc, ça peut être effectivement pour un point d'apport volontaire, pour un point de regroupement, pour les points de regroupement, il faut ajouter un enclos en bois ou en pierre sèche ou en canis pour rendre acceptable et propre le stockage permanent des bacs, et également pour la présentation de bacs roulants individuels, de plusieurs bacs roulants individuels si on a des emplacements où le camion ne peut pas aller recueillir tous les bacs individuels, mais que c'est suffisamment proche pour que chaque habitant apporte son bac individuel sur un point de regroupement. C'est collecté à cet endroit-là par le camion et les habitants viennent reprendre et font les 30 mètres qui les séparent de leur maison. Donc nous avons tous ces cas-là qui sont possibles. Les propositions de prise en charge des travaux d'aménagement, c'est exactement la même règle que ce que l'on avait fait pour les colonnes enterrées, à savoir l'équipement de collecte, la colonne, le bac, l'entourage, c'est pris en charge, pas l'entourage, la colonne ou le bac est pris en charge à 100% par notre service et ça coûte 0% à la commune. En revanche, les travaux de génie civil, c'est 50% minimum pour la commune qui est maître d'ouvrage et nous prendrions en charge 50% de la charge brute hors taxe des travaux avec un maximum de 80 € par mètre carré pour une dalle de stockage de bacs et de cabanes
à carton. Quand il s'agit d'une dalle pour un point d'apport volontaire aérien, donc ce sont des points d'apport volontaires qui sont beaucoup plus lourds que quelques bacs plastiques. À ce moment-là, c'est 90 € par mètre carré qui vous est proposé. Et pour l'entourage, la prise en charge se ferait sur la base de 142 € par mètre linéaire d'entourage. Voilà ce qui vous est proposé, donc, pour compléter ce que nous avions déjà décidé pour les colonnes enterrées en 2024. Vous avez des questions? Y a-t-il des questions? Pardon, oui, Alexandre. J'ai une question. Je me souviens effectivement qu'on avait voté cette prise en charge de 50% des colonnes enterrées qui était mise en place pour des raisons esthétiques, d'où le fait que la communauté de communes n'avait pas à prendre en charge l'ensemble d'une opération esthétique. En revanche, on est bien d'accord qu'il s'agit là de rétrocéder aux communes une opération de génie civil qui était auparavant réalisée par la communauté de communes. Alors, les dalles, les entourages de points d'apport volontaires étaient intégralement financés par la communauté de communes jusqu'à maintenant. Nous dirons que jusqu'à présent, il n'y avait pas de règles fixées. Dans certaines communes, la commune avait réalisé la dalle elle-même, voire réalisé l'entourage elle-même à sa charge. C'est le cas de Basneville, par exemple. Et dans d'autres communes, peut-être que le maire avait mieux négocié. En tout cas, ça avait été pris en charge pour tout ou partie par NCPA. La loi est par contre très claire, et ce n'est pas pour des raisons esthétiques, c'est pour des raisons juridiques. C'est la commune qui est en charge de la voirie. Donc nous ne pouvons pas intervenir en maîtrise d'ouvrage pour des travaux qui concernent la voirie. Et la voirie, c'est y compris les accotements. Donc quand on fait une dalle ou quand on fait un génie civil enterré pour mettre un point d'apport quel qu'il soit, nous ne pouvons pas le faire. C'est la commune qui doit être maître d'ouvrage. Et donc on est exactement dans ce cadre-là. La commune est maître d'ouvrage, réalise l'équipement ou l'aménagement, et nous apportons une subvention de 50% maximum à ces travaux. Chaque citoyen paye une tome. Nous avons décidé en 2024 que même si chaque citoyen paye une tome, les travaux qui sont sur la voirie et qui concernent les travaux de voirie, y compris d'aménagement de l'accotement, sont obligatoirement en maîtrise d'ouvrage communale. Et nous avons décidé en 2024 que cette maîtrise d'ouvrage communale, nous apporterions une aide à hauteur de 50% pour ces travaux-là. Ça a déjà été fait pour un certain nombre de communes et ça a été fait pour les colonnes enterrées, comme je le dis, depuis 2024. Et nous généralisons, par cette délibération-là, nous généralisons à l'ensemble des travaux de génie civil nécessaires, et en particulier les dalles qui sont nécessaires pour les ouvrages au sol. Et je rappelle, tu dis avant c'était 100%, ça dépend. Pour moi, ça a été 0%, puisque c'est Basneville qui a totalement financé ça, et qui l'a financé du temps de Copados d'ailleurs. Et il n'y a pas que Basneville qui est fait comme ça. Oui, tu es peut-être l'exemple qui confirme la règle, mais dans toutes nos communes, aussi bien, enfin mes communes qu'entoure la mienne,
Ça a été, à l'époque, ça a été fait, c'était 100% du financement. C'est la communauté de communes qui avait décidé à un moment donné de mettre des parcs de regroupement pour éviter justement le porte-à-porte. Maintenant, on nous demande de faire un choix, soit enterré, et là je conçois tout à fait que pour un problème d'esthétique sur certaines communes, qu'on participe, parce que c'est un choix, parce qu'il y a d'autres possibilités. Mais concernant là, on tape directement sur le contribuable, c'est-à-dire que le contribuable, il paye pour qu'on lui ramasse ses ordures ménagères. Déjà, sur un parc de regroupement, il fait l'effort de se déplacer pour aller porter son sac. Et en plus de ça, c'est à la commune de payer 50% de cet apport volontaire. J'ai du mal à comprendre. Uniquement de la dalle. Mais ça n'a rien à voir. Mais même si le génie civil revient à la commune qui fait les travaux, c'est à la communauté de communes de rembourser à 100% les travaux. Ce n'est pas ce que nous avons décidé en 2024. Et donc la proposition qui est faite par la Commission, c'est de s'aligner sur ce que nous avons proposé en 2024. Oui. Ce que nous avons voté en 2024. Oui, alors je réitère ce que j'ai dit en 2024, c'est que l'encadrement de certains emplacements était prévu déjà depuis 15, voire 20 ans du temps de Copados, qui n'a jamais été réalisé ni par Copados, ni par NCPA. Donc maintenant, c'est la commune qui doit le payer. Je pose 0, je retiens tout. Alors maintenant, à 50%, si tu votes ce que la Commission, par ma voix, propose. Oui, ben, je vais voter contre. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Oui, oui, tout à fait. Pardon, merci. Vous connaissez notre passion pour les déchets maintenant. Ce que je voudrais dire sur le sujet, c'est que notre nouvelle façon de consommer, notre nouvelle façon de gérer du déchet, elle a beaucoup évolué ces 10 dernières années, on va dire, et qu'on ne peut pas rester sur les anciens systèmes. La propreté urbaine, elle est importante dans toutes nos communes. Uniquement avec l'œuvre de la communauté de communes, il faut bien que les villes, quand même, elles-mêmes aussi puissent consentir à une amélioration, en tout cas du tri, mettre tout en avant pour que les concitoyens trient davantage et qu'on arrive à une propreté finale qui est recevable. Je pense qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos des EPCI, même si je partage souvent des avis. Je pense que ça ne peut pas se faire sans les communes et que la participation des communes, elle est évidente pour qu'on améliore notre façon de recycler aujourd'hui. Allez, moi je vais vous dire, j'étais, parce que de temps en temps ça fait du bien, j'étais très dubitatif sur cette délibération et quand on me l'a présentée, j'ai eu à peu près la même réflexion que vous, c'est-à-dire de dire la commune où on dit maintenant au lieu de passer une fois par semaine, on va passer une fois tous les 15 jours, il faut augmenter votre... La commune n'a rien demandé, c'est une communauté de communes qui souhaite cette modification de fréquence et c'est ça qui génère la nécessité d'augmenter la surface. Moi, ma crainte, là aussi, c'est qu'on fasse un truc avec des comptes d'apothicaire, alors tant de longueur de mur, tant de trucs, un demi-mètre carré de ceci, donc ça ne soit pas d'un grand rapport pour la communauté de communes. Moi, on m'a opposé, à juste titre, une délibération qui a été prise, la feuille de route, une décision, enfin voilà, je veux dire. D'ailleurs, c'est pour ça que la délibération arrive aujourd'hui. On m'a dit non, ça a déjà été acté, mais c'est vrai que sur le fond, ça m'a questionné. Oui. Oui, sur une voie à sens unique de notre commune, le camion ne peut pas faire de marche arrière, ne pourra plus faire de marche arrière. Et on avait vu ensemble la possibilité de faire quelques travaux sur la voirie de manière à ce que le camion puisse faire une manœuvre de retournement. J'ai fait faire un devis de l'ordre de 5 ou 6 000 euros. Est-ce que ces travaux qui seraient sur la voirie, c'est-à-dire buser un fossé, taluter un tout petit peu sur le talus pour permettre au camion de faire demi-tour, est-ce que je pourrais obtenir une aide de la communauté de communes pour ces travaux de voirie sur un chemin communal ?
Là, enfin, ça me paraît plus compliqué là, parce qu'on est dans des aménagements pour permettre, pas seulement d'ailleurs aux camions de trucs, mais à d'autres camions. Enfin, je pense que là, on est vraiment à la limite de l'exercice pour le coup. Pour revenir, pardon, une seconde et apporter un argument de plus qui avait été l'un des arguments principaux en 2024, quand nous posons un aménagement quel qu'il soit sur le sol à un endroit donné, dans un grand nombre de cas, le risque est encore plus important dans les communes plus urbanisées, mais il existe partout. Nous avons le risque d'avoir sous l'emplacement que l'on veut réserver la présence de différents équipements, des réseaux possibles, de l'eau potable, de l'assainissement, de la fibre, de l'électricité. Et pour ces raisons-là, il peut être nécessaire pour faire l'aménagement que l'on souhaite pour pouvoir mettre le point d'apport volontaire ou les points de regroupement, les bacs des points de regroupement, il est nécessaire de dévier un certain nombre de réseaux. Pour cette raison-là, la communauté de communes avait à l'époque estimé qu'il n'était pas légitime que le choix de l'emplacement étant celui fait par la commune. Non mais Patrice, sur la maîtrise d'ouvrage communale, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est une maîtrise d'ouvrage communale. La question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a un fonds de concours et de quel montant est-il? C'est ça. Mais sur la maîtrise d'ouvrage communale, je pense que tout le monde comprend bien que seule la commune est compétente pour la voirie et les aménagements sur son secteur. La question, c'est de savoir est-ce qu'on demande aux communes de payer pour un aménagement qui est dû à une modification, notamment de la fréquence des collectes de la communauté de communes. C'est ça. Si la commune choisit un emplacement, puisque c'est la commune qui choisit l'emplacement, qui nécessite des travaux très, très importants, comme des déviations de réseau, il n'est pas légitime que ce soit l'intercommunalité qui finance ces déplacements pour pouvoir mettre en place l'équipement choisi par la commune. Franchement, à part des containers enterrés, autrement une dalle ça fait 8, 10, 15 cm, il n'y a pas besoin de plus et on a quand même, nos réseaux sont quand même souvent, sont plutôt à 30, 40, 50 cm et pas 15 cm. Non, le problème n'est pas celui-là. Le problème est que s'il y a besoin d'intervenir sur les réseaux ensuite, tu ne pourras plus parce que tu auras posé la dalle. Oui, alors Nadia et ensuite Alexandre. Apparemment, ça pose certains problèmes à nombre d'entre nous. Donc tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet. Effectivement, même si ça a été voté en commission, si ça a été vu en conseil, en copile, il n'en reste pas moins que c'est le conseil communautaire qui doit décider. Pour moi, c'est ça, un conseil communautaire, il ne dit pas juste amen à une commission. Ce qui serait intéressant, c'est aussi de savoir à combien se montent ces travaux. Parce que est-ce que ce serait, effectivement, si c'est des travaux pas très, très importants, ce serait intéressant de lister les travaux et de voir si la communauté de communes peut supporter un maximum. Aussi. Donc voilà. Quand j'entends les montants au mètre carré et que je vois quand même le nombre de communes et qu'il ne va pas y avoir 100 mètres carrés par commune, je pense qu'on va rester dans des sommes qui sont supportables par la communauté de communes. Oui, je voulais juste compléter. Effectivement, quel est le budget alloué par NCPA à ces opérations-là? Est-ce que quand on a fait le tour précis de chacune des communes, on a un nombre de ces emplacements? Et au-delà de ça, dans ces emplacements, donc ces points de regroupement, est-ce qu'on a une chose très très simple, un point de regroupement subi ou un point de regroupement souhaité? Le point de regroupement subi, pour moi, c'est celui qui, en bout de chemin,
oblige les habitants à aller déposer à cet endroit-là parce qu'on ne peut pas collecter. Le point choisi, c'est quand la commune elle-même dit qu'elle souhaite avoir des points de regroupement ou qu'elle souhaite avoir un système de collecte particulier. Dans ce cas-là, effectivement, la commune demande, choisit son emplacement, comme vous disiez très bien. OK, qu'elle paye une partie conséquente de l'investissement, ça me paraît légitime. Mais lorsque c'est subi, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse dire, écoutez, vous payez 50% au même titre que celui qui a choisi. Et j'aimerais rappeler, même si je n'ai que le projet devant moi, je n'ai pas le document définitif, dans l'action 1.4, il me semble qu'on avait noté NCPA assure la fourniture et la pose des équipements, c'est ce qu'on vient de dire dans la délib. Les communes concernées réalisent et financent les travaux de génie civil correspondants et peuvent, dans le cas de colonnes enterrées, demander le soutien financier de NCPA selon les modalités fixées dans la délibération ad hoc. On ne parle pas du reste. Ensuite, on avait mis coût estimatif de la mise en œuvre, 230 000 € d'investissement, ça c'était pour autre chose, 115 000 € d'aide aux travaux de génie civil. Et ma question, c'est sur quelle période ? Je pense que là, c'était sur l'exercice 2025 pour les points d'apport volontaire en colonne enterrée. Ça, c'est la délibération de 2024 que tu avais sous les yeux. La feuille de route, pardon. OK. Allez, je pense que le plus simple, c'est de reporter ça au prochain conseil, qu'on regarde de nouveau les choses à fond, qu'on évalue quels sont le nombre, qu'on me donne le nombre de mètres carrés qu'on envisage de construire, et on verra à ce moment-là, effectivement, est-ce que la distinction que fait Alexandre, qui me paraît judicieuse, oui. Moi je considère vraiment que le maire qui n'a rien demandé et auquel on dit maintenant on va passer qu'une fois toutes les 2 semaines, il faut rallonger de 4 mètres carrés votre truc, il y est pour rien. Il participe à l'amélioration du service, à moins de collecte, moins d'usure du matériel, moins de personnel contractuel. Voilà, ça ne doit pas se traduire pour lui par une dépense communale. Donc il faut qu'on arrive à trouver entre ce que la feuille de route avait arrêté et la réalité au moment où on met en œuvre sur le terrain. Il faut qu'on arrive à trouver une solution qui paraisse parfaitement équitable. La superficie moyenne d'une dalle, c'est 25 mètres carrés environ. Oui, mais quand tu la refais complètement, ouais. Oui, c'est ça. Oui. Mais parce que je vois qu'en réalité, on avait prévu sur 2 ans 80 000 €. Ça fait quand même des mètres carrés de dalle, 80 000 €. On en fait, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de la maçonnerie, mais on doit faire quand même un bon morceau. Mais la proposition que fait Alexandre, moi, me convient très bien. Je suis prêt mais je veux qu'on ait un estimatif un petit peu, qu'on voit. Je veux dire, il y a un certain nombre de communes qui sont concernées, mais pas non plus 250. Donc, ça va être relativement facile, puisqu'aujourd'hui, les points de regroupement sont connus. On sait là où il y a de la place, on sait où il n'y en a pas. On doit pouvoir sortir, on doit pouvoir chiffrer, j'allais dire, à 10 ou 15% près, quel est le nombre de mètres carrés qu'on va faire, le nombre de mètres linéaires de palissades qu'on doit édifier. Et à partir de ce moment-là, j'allais dire, on a les vrais chiffres de la vraie vie et puis on décide ensemble. Oui, Roland. En plus qu'il s'agit d'une compétence de l'intercommunalité, non pas d'une compétence, les OM, c'est la compétence de l'intercommunalité, non pas des communes, que l'intercommunalité a pris en charge la fourniture de tous les bacs des résidents sur place qui peuvent être collectés en porte-à-porte, et vous nous demandez de financer l'exception pour lesquelles les gens ont l'obligation... on remet ça le prochain coup. Oui, pour lesquelles les gens ont l'obligation de déposer leurs déchets sur un point de collecte. Donc il y a une incohérence quelque part. Je pense effectivement que dans un souci d'équité, ces personnes-là n'ont pas de bac, font l'effort de déposer et qu'on doit les accompagner. Voilà, merci beaucoup. Pardon, mais il faudra aussi qu'on planche sur le démontage des loges qui existent aujourd'hui, puisque vous savez que dans certaines communes,
où tout fonctionnait très bien, c'est-à-dire que les gens emmenaient leurs déchets recyclables via les sacs jaunes dans des points d'apport volontaires. Et bien sur ces communes, on va faire marche arrière, on va les équiper en bacs jaunes individuellement, et donc on va créer donc une collecte qui n'existait plus, puisqu'il y avait un point d'apport volontaire. Donc il faut que tout le monde sache qu'il faudra un jour démonter les points d'apport volontaire d'aujourd'hui, puisqu'ils n'auront plus lieu d'exister, puisqu'on aura créé une collecte, et je ne suis pas sûr que le jeu en vaille la chandelle. Pour autant que je sache, ces communes ne sont pas très nombreuses, Géry. Allez, reporter au prochain conseil au mois de décembre. On aborde donc le dernier point à l'ordre du jour, avec donc le service public de la petite enfance. Vous savez que donc une décision qui relève d'une loi qui a été votée l'an dernier, avec des décrets qui ont été longs à parvenir, une mise en application un peu compliquée. Et donc je laisse Kelly vous présenter ce dossier. Merci, Président. Patrice. Effectivement, donc vous avez reçu des documents joints, notamment donc la charte petite enfance et la feuille de route. Mais juste avant, je voudrais vous faire un petit résumé de notre service petite enfance. Donc, il faut savoir que Normandie-Cabourg-Pays d'Auge a la force aujourd'hui de disposer d'une vision globale de l'amélioration continue du service petite enfance. Et afin de mieux répondre aux besoins des familles et des assistantes maternelles du territoire. Donc, au gré des années, bien entendu, une expertise, notamment en intégrant la mise en place d'un schéma directeur de la petite enfance au travers de la gestion de ces 3 relais. Donc, les 3 relais petite enfance sont à Dozulé, Varaville, Merville-Franceville. Mais également, donc, nous avons la mission de coordination avec la convention territoriale globale avec la caisse d'allocation familiale du Calvados. Vous ne le savez peut-être pas, mais je conçois cette délégation comme le moyen de construire nombre de passerelles entre l'action sociale et éducative, le sport et la culture. La communauté de communes a pris un engagement fort en matière de petite enfance en choisissant de prendre en charge les relais petite enfance et en définissant surtout les orientations politiques concernant la création de modes d'accueil. Cet engagement s'inscrit dans un projet global tout en favorisant un environnement de travail collaboratif et solidaire entre les professionnels du secteur. Et ce réseau est essentiel pour assurer un accompagnement de qualité. Vous ne le savez peut-être pas, mais les relais petite enfance sont aujourd'hui les clés de l'information aux familles et seront renforcés avec la mission du service public petite enfance. Et donc, bien entendu, ces informations s'efforcent de donner de la qualité au service en offrant des formations professionnelles, en développant des ateliers innovants et de qualité pour le plaisir du jeune public. Vous avez aussi l'innovation sur les jardins sensoriels. Le Snow et Zen sont des exemples qui prouvent l'engagement. Pour votre information, aujourd'hui, les travaux ont commencé à Dozulé, au RPE de Dozulé, sur le jardin sensoriel. Donc, vous pouvez suivre l'évolution de ce jardin sensoriel. Bien entendu, cet enjeu majeur nous amène à une réflexion sur les modes d'accueil dans les 5 ans à venir, sachant que vous avez 80% des Français qui considèrent que la famille considèrent la famille comme ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire l'importance des enjeux. Cette dynamique territoriale a donné naissance à un réseau petite enfance. Ainsi, au cours de l'année 2025, nous avons œuvré à construire une proposition de service auprès des communes visant à les accompagner dans la mise en place du service public petite enfance appelé SPPE. Bien entendu, comme l'a rappelé le président, c'est une loi de plein emploi du 18 décembre 2023 instaurant le service public petite enfance et confère aux communes la qualité d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Vous avez dans le document joint, notamment sur la charte petite enfance et parentalité,
vous avez le rappel des compétences que nous avons présenté lors de la conférence des maires. Donc je ne sais pas si vous souhaitez que je rappelle les compétences pour les communes. Je vais le faire rapidement quand même, sachant que nous avons sur 38 communes, 36 communes qui sont concernées par la compétence 1 et 2. Donc c'est-à-dire les compétences sont recenser les besoins des enfants de moins de 3 ans et leurs familles en matière de services tels que le mode d'accueil sur le territoire, informer et accompagner les familles et les futurs parents. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure la force du relais petite enfance qui est très importante, puisque nous, en tant que commune, nous devons aussi orienter les parents vers les relais petite enfance. Et puis, vous avez la compétence 3 et 4 du service public petite enfance, obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants. Donc, 2 communes sont concernées, Dives-sur-Mer et Cabourg. L'objectif, en complément des autres compétences, c'est planifier au vu du recensement des besoins le développement des modes d'accueil et soutenir surtout la qualité des modes d'accueil. Donc voilà, ça c'était le petit rappel par rapport au service public petite enfance. Donc, comme vous pouvez le constater, ce service public aborde bien la question des moyens d'accueil du jeune enfant, et nous nous efforçons de proposer à toutes les familles des solutions de qualité. Et il me semble important également de renforcer l'attractivité des métiers de la petite enfance et d'obtenir la mobilisation du bloc communal et intercommunal. C'est absolument indispensable. Les orientations du service public petite enfance encouragent le développement des missions transversales qui sont en lien avec tous les métiers de la petite enfance. Et je réitère cette importance des RPE qui sont appelés à devenir de véritables guichets uniques, facilitant l'information aux familles et soutenant la dynamique territoriale. Donc n'hésitez pas, vous, en tant que commune, vraiment à orienter les familles vers ces relais petite enfance. Et on avait revu tous les secteurs de façon à équilibrer sur notre territoire ce redécoupage. Donc, il me paraît important de les utiliser et de les mettre bien à profit. Cette charte vise à proposer un socle commun d'accompagnement, donc offrir un cadre de gouvernance et d'action publique cohérente, équitable, adapté aux besoins des enfants et des familles, à permettre aux communes de justifier la bonne mise en place du service public petite enfance en sachant que les principales compétences sont déjà partiellement exercées par la communauté de communes, clarifier le rôle des communes et de la communauté de communes. La Commission a donné un avis favorable à cette charte. Et je voulais aussi préciser que je concevais cette délégation aussi comme le moyen de construire nombre de passerelles. Et nous avons construit un puzzle et non pas un millefeuille. Et ça, je pense que c'est très important. Chaque activité, chaque convention, chaque action aujourd'hui est vraiment complémentaire pour construire cette feuille de route. Donc c'est pourquoi ce soir, nous vous proposons d'arrêter le projet de charte de la petite enfance et de la parentalité, visant à accompagner les communes dans ces nouvelles compétences, d'adopter la feuille de route de la petite enfance et de la parentalité pour 2025-2029, d'inviter les communes qui le souhaitent à délibérer en conseil municipal. Cette charte s'appuie sur la déclinaison des services et des actions proposées par la communauté de communes en matière de petite enfance et de parentalité au travers d'une feuille de route. C'est pourquoi il vous est proposé de délibérer, d'arrêter le projet de charte de la petite enfance et de la parentalité, d'adopter la feuille de route de la petite enfance et de la parentalité et d'inciter les communes qui le souhaitent à approuver par voie de délibération au conseil municipal la dite charte de la petite enfance et de la parentalité. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions, pas de remarques. Si, pardon Alexandre. Juste sur ce que tu disais à la toute fin, une fois, j'espère, adopter la charte là en conseil communautaire, elle doit aussi l'être dans chacune des communes ?
si les communes le souhaitent, effectivement. Ok, merci. Oui, tout à fait, ce n'est pas une obligation, c'est juste... Pardon? Non, 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 c'est pas forcément un accord. De toute façon, aujourd'hui, comme je l'ai dit, beaucoup de choses sont exercées par la communauté de communes. Donc, le changement pour les communes n'est pas... c'est juste le service public par rapport aux deux compétences d'informer les familles et de les orienter vers les relais petite enfance. C'est juste pour qu'on ait quelque chose de clair. C'est juste pour poser en fait les choses, qu'elles soient claires entre les communes et l'intercommunalité. Non, mais ça se discute parce qu'en réalité, il pourrait aussi y avoir une délibération d'une commune qui dirait « Moi, j'ai pas du tout envie que ça soit Normandie Cabourg Pays d'Auge qui s'en occupe. Je veux garder ça pour moi. » Voilà, bon. Mais c'est pas une vraie compétence, hein, puisqu'elle est enfin, la compétence, elle est aux communes. Elle est aux communes. Elle est aux communes. Mais elle est aux communes. Donc voilà. En réalité, nous, c'est plus une mutualisation pour. Ça n'est pas. Enfin, je vais dire, voilà, c'est. Denis. Tout simplement, là, comment les documents qui nous ont été fournis sont assez intéressants, et notamment la pièce 803. Et il y a un graphique qui doit nous interroger, c'est le nombre de naissances sur la période 2008-2022 sur notre territoire. On avait 345 naissances en 2008 pour tomber en 2022 à 258 naissances. Ça veut dire que vieillissement de la population un peu plus important qu'ailleurs sur notre territoire, et la nécessité d'être beaucoup plus attractif pour les jeunes ménages, et notamment tout ce qui est primo-accédant ou logement locatif accessible au plus grand nombre. Là, il y a un véritable problème de fond qui se pose. Pour vous rassurer un tout petit peu, je signale que ma voisine de droite qui habite Cabourg attend un heureux événement. Oui, c'est le projet d'Emmanuel Port, 4000 habitants. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions, ou est-ce qu'on peut approuver cette charte? En remerciant Kelly pour le travail opiniâtre qui est le sien dans ce domaine. Pas de questions, pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci infiniment. Alors, j'ai Johan Morlot qui m'a demandé une petite communication dans le cadre des questions diverses, et je lui donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas une question diverse, c'était plus une remontée. Je voulais faire part de l'excellent accueil qu'on a eu pour la microfolie à la rentrée dernière. Je crois que c'est quelque chose que j'invite chaque commune qui n'a pas encore passé le cap à accueillir. Si dans une petite mairie de quelques dizaines de mètres carrés, cet événement peut bien se passer, grâce à l'ingéniosité d'Éric Gade, de Élodie et de toute l'équipe de la microfolie, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment amener la culture jusqu'au dernier kilomètre de notre intercommunalité. Je vous remercie. Mais j'ai remarqué que la commune Assy avait fait beaucoup de battage autour, de manière à ce que ça soit connu et que ça soit un succès. C'est également une des clés du succès. La microfolie le méritait. Très bien, mes chers collègues, je vous rappelle quelques dates. Notre prochaine conférence des maires, donc le mercredi 3 décembre. Le jeudi 19 décembre, conseil communautaire à Merville-Francheville avec un petit pot, comme d'habitude, de fin d'année que nous partagerons ensemble avec quelques préparations. Oui. Ah, pardon. Excuse-moi. Pardon. Je voulais savoir où en était votre réflexion concernant mon questionnement sur les horaires d'ouverture des déchetteries. Je me suis fait le porte-parole des artisans de ma commune qui trouvent pas très commode d'avoir une ouverture pour les professionnels à 9h30 alors qu'elle est à 8h30 pour les particuliers. Et on pensait qu'il serait peut-être possible de switcher
d'inverser les choses. Le président avait trouvé que c'était une idée judicieuse. Donc, pertinente. Où en êtes-vous? Donc nous travaillons dessus, ça ne se fait pas comme ça. Enfin, on dit switcher, voilà, tu auras une réponse pour le Conseil de décembre, avant le Conseil de décembre, mais il y a un travail depuis que tu m'as saisi qui est engagé dessus. Et donc, Conseil communautaire le jeudi 19 décembre. Je vous le dis, 18, pardon. Pourquoi j'ai le 19 là, moi oui. Les 2 derniers conseils communautaires se dérouleront le jeudi 5 février et le 5 mars prochain. Et après ça, ça sera la nouvelle équipe. Donc voilà, je vous ai donné les dates des 3 prochains et derniers conseils communautaires. Voilà, merci à tous et excellente soirée.